parle du fonds de soutien à l'expression radiophonique dont disposent les radios. Aujourd'hui, c'est un ovni dans le paysage, dans notre paysage social. Des acteurs soutenus, médias soutenus parce qu'ils ont un rôle dans le territoire en tant que tel par la loi, c'est pas forcément très dans enfin c'est pas dans la tendance du jour qui va favoriser bien d'autres choses. Et jusqu'à présent, pour prendre le cas des télévisions, avant effectivement, et encore maintenant, mais en tout cas tant qu'on avait les canaux historiques de diffusion, le modèle était soit le modèle public, soit un modèle commercial très fort que l'associatif ne peut pas atteindre. Alors, on a parlé de la radio, on a parlé de la télé, on peut parler aussi de la presse écrite, qui fait partie de ces médias associatifs, des médias indépendants. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la presse écrite indépendante? Ben, la presse écrite, comme les autres médias, radio et télé, ben, c'est aussi une presse qui peut être une presse de communication sociale de proximité qui agit avec et par et pour les habitants de leur territoire, au même titre qu'une télévision, qu'une radio associative. On retrouve le même rôle dans les territoires avec des supports différents, des supports qui aujourd'hui évoluent beaucoup justement à travers l'évolution numérique. C'est-à-dire que l'impression d'un titre papier coûte extrêmement cher, ce sont les coûts essentiels dans un fonctionnement associatif, et le numérique ouvre de nouvelles perspectives à ce niveau-là. Oui. Alors, pas de fonds de soutien non plus à la presse écrite, identifiée comme, on va dire, presse écrite, médias citoyens de proximité non plus. Non, rien. Il existe des aides pour la presse nationale, pour la presse. Est-ce que je ne sais pas si tu pourrais répondre ou quelqu'un pourra répondre, est-ce que c'est une singularité française ou c'est en Europe quelque chose de... peut-être Thierry, tu peux nous en parler avant de regarder la définition d'appel. Est-ce que c'est une singularité française? Est-ce qu'on est les seuls en France à être dans cette situation ou d'autres pays sont quasiment en état aujourd'hui de recherche, de questionnement autour de comment aujourd'hui ces citoyens, ces médias citoyens sont en situation de pouvoir exister? Qu'est-ce qui peut nous aider à y voir clair au niveau européen? Au niveau européen, on trouve en fait les deux systèmes, c'est-à-dire soit des pays qui ressemblent beaucoup à la France, où les médias citoyens, notamment radio ou télévision participative, sont très peu soutenus, voire pas du tout. C'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne aussi. Et puis après, si on part en Allemagne, alors là c'est quand même le contraire, puisque les Öffner-Kanal, qui sont les canaux ouverts, pour traduire littéralement le terme, sont très soutenus par les Länder et par une taxe qui est instituée sur la redevance télévisuelle, dont une part vient alimenter les canaux ouverts. Et donc ils ont des moyens qui sont hors comparaison avec ce qu'on peut trouver en France, en Italie ou en Espagne. Voilà, alors je vais vous demander à chaque fois que je vous présenter quand vous allez prendre la parole. Oui, Eric, tu voulais compléter ce que disait Thierry. Voilà, présente-toi. Oui, donc Eric Falconetti, je suis vice-président de la Fédération nationale des vidéos des pays et des quartiers. Je voulais revenir sur la question de pourquoi le statut des radios libres, enfin associatives on va dire, n'a pas été développé sur les télévisions. Je crois qu'il y a deux forces politiques qui s'opposent. Il y a une première force politique qui est de considérer la télévision comme un outil de développement social, notamment sur le local. Elle s'est exprimée notamment le statut des canaux locaux du câble, où on a financé les canaux locaux du câble. Les opérateurs avaient obligation de financer un canal local du câble. Donc il y avait vraiment une volonté politique de C'est donner la loi de accès. 86. Oui, c'est ça. Il y avait une volonté politique de donner accès à une certaine communication de proximité. On a eu ensuite la loi sur les associations qui a permis aux associations de répondre aux appels à candidature du CSA. Donc il y a un mouvement dans ce sens-là. Et puis il y a un mouvement dans l'autre sens qui est défendu et beaucoup plus fortement défendu par les lobbies du pouvoir politique et économique, c'est de considérer la télévision comme un outil de pouvoir politique et économique, justement. Et donc, dans le modèle, c'est Berlusconi en Italie, c'est Lagardère chez nous, c'est le regroupement et les grands groupes qui possèdent la télévision, donc pour schématiser le pouvoir. Donc je crois que c'est simplement une lutte politique importante. Nous, on participe à cette lutte politique pour aller vers l'ouverture, et il y a d'autres mouvements qui participent à cette lutte pour fermer le canal aux associations et à la télévision de proximité. Voilà.
Donc aujourd'hui, si j'entends bien, il n'y a pas, à part l'Allemagne, c'est bien ça, l'Angleterre, un peu. Hein, on n'a pas une pratique très importante de ces usages de médias citoyens. Si, au Québec, il y a pas mal de Les choses qui télés se passent, communautaires oui, au oui. Québec, hein, qui Et datent même des aux années États-Unis, d'une 70. certaine manière, même si ce sont des télés commerciales, il y a beaucoup de télévisions de proximité. C'est pas, ce sont des télés commerciales, mais ça prouve en tout cas la nécessité pour les populations d'avoir une information et une télévision de proximité, parce que la distance fait l'absence de légitimité. Une télévision régionale ne peut pas parler ni d'aiguilles, ni de plans de CUC, etc., aussi simplement que pourrait le faire une télévision de quartier. Voilà. Je pense que... Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'état des lieux, un petit peu? On va revenir un peu sur Thierry. Juste, oui, Peut-être des questions Internet aussi? Pas pour l'instant. pour compléter, peut-être que au-delà effectivement du modèle radio 1981, etc., je crois qu'aujourd'hui, on est en mesure d'appréhender effectivement la réalité différemment, d'où cette utilisation de la terminologie médias citoyens numériques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui alors qu'on voit dans les territoires avec des mouvements comme l'économie sociale et solidaire, comme l'éducation populaire, comme l'écologie, comme il y a tout un tas de mouvements citoyens qui se font. On a vu depuis plus de 30 ans maintenant que nos médias associatifs sont les médias de ces mouvements-là, les médias des territoires, les médias qui sont là pour faciliter, pour faire le relais au local de cette construction par les acteurs citoyens de leur territoire. Donc aujourd'hui, la question, elle est vraiment de se poser de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme construction avec l'ensemble des acteurs des territoires, nous radios, nous télévisions, nous journaux, nous sites web 2.0, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de notre rôle, de ce rôle-là au sein de nos territoires avec les outils nouveaux qui existent, avec cette conjonction d'acteurs qui existe et que font les pouvoirs publics aujourd'hui pour nous aider à le faire? Est-ce que Internet, le Web 2, les pratiques nouvelles des réseaux sociaux, est-ce que ça a changé quelque chose aujourd'hui dans l'analyse justement de la position d'un média? Est-ce que le fait que l'accès finalement du citoyen à l'expression, l'accès à l'audiovisuel du citoyen, la capacité, Marcel tout à l'heure nous évoquait la capacité du territoire, alors je crois qu'il y a un terme un peu indigeste qui s'appelle bottom-up, des personnes à pouvoir exprimer, change la donnée des choses. Est-ce que pour vous, la donnée numérique généralisée, interconnectée, change la nature de la problématique telle qu'elle était vécue, notamment sur les radios libres? Je suis pas sûr que ça change le fond, en tout cas ça change tout sur la forme. Et ça démultiplie toutes les possibilités de faire du réseau, de faire des actions en local comme en moins local. Ça change tout par rapport aux capacités de diffusion aussi. Il y a une chose vraiment intéressante qui s'est passée et qui se passe encore aujourd'hui dans le monde de la radio associative, c'est la volonté qu'a eu pendant un temps et qu'a toujours, je pense, le CSA de faire la radio numérique terrestre, où effectivement on voit qu'il y a un enjeu énorme autour de la diffusion numérique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les radios associatives? Est-ce qu'on fait en sorte, en mettant en place la radio numérique terrestre, que le paysage radiophonique, médiatique jusqu'alors institué, réservant une part de 20% sur la bande FM aux radios associatives, donc aux médias citoyens radiophoniques, est-ce qu'on fait en sorte que cela perdure ou est-ce qu'on le laisse tomber et est-ce qu'on profite effectivement de toutes les possibilités du numérique, de l'Internet aujourd'hui avec les développements futurs sur ce qu'on appelle l'IP mobile, c'est-à-dire la capacité à recevoir les flux de manière mobile. Il ne faut pas que ce soit trop technique. Est-ce qu'on laisse ça dans une jungle qui sera effectivement celle d'Internet, qui est géniale mais qui est en même temps dérégulée, alors qu'aujourd'hui, on avait un paysage médiatique régulé qui assurait 20% de cette bande FM qui est un espace public aux citoyens. Alors, avant de passer, j'ai une question Internet, on va l'écouter, puis après, je te passe la parole. Bonsoir, oui, on a des questions des internautes. Donc, une question à propos de l'exemple de Télé 1000 Vaches. Donc, est-ce que c'est bien un média citoyen? Et est-ce qu'ils sont là depuis longtemps? Pourquoi?
Et on a aussi une autre question, donc sur les médiathèques et les espaces publics numériques. Est-ce qu'on pourrait envisager des collaborations avec les médias citoyens Donc, question posée. Alors, tu voulais intervenir, donc tu vas te présenter. Bonjour, Michel Guéraud, donc rédacteur en chef du mensuel Le Ravi, qui est un média papier. On se définit aussi comme un média citoyen, porté par une association à but non lucratif. Je pense qu'il y a un enjeu de définition pour nous autres acteurs de médias du tiers secteur. Ce n'est pas toujours évident. On était sur l'état des lieux, je voulais préciser juste une chose. On parlait tout à l'heure des aides à la presse. Nous, en tant que média, on a une commission de presse paritaire accordée par un organisme parisien. On bénéficie donc des aides postales, mais cette aide-là, elle n'est pas proportionnelle, elle n'est pas spécifique à la nature de notre média. C'est-à-dire qu'un journal commercial va bénéficier exactement du même type d'aide. Premier problème. Ça fait bientôt 10 ans qu'on existe, ce qui n'est pas rien, à une échelle régionale. On publie notre numéro 100 le mois prochain. Et on constate, toujours dans l'état des lieux, une aggravation des difficultés pour se diffuser. Ça pose la question du réseau des prestataires Prestalis aujourd'hui, du réseau des diffuseurs de presse, les marchands de journaux, les kiosques, où on est sur un système irrité, construit dans le sillage de la Libération, où pour aller très vite, les diffuseurs de presse doivent diffuser tous les titres, parce que c'est un enjeu démocratique. Or, dans ce secteur-là, comme ailleurs, il y a de fortes pressions des logiques économiques du marché qui fait que des canards comme les nôtres sont de plus en plus malvenus. On vient de se faire sortir, par exemple, du pays d'Arles, pour des raisons purement économiques. Voilà, et puis il y a peut-être une troisième dimension. On sait qui a décidé. Le mensuel, on, c'est la SAD, c'est-à-dire la filiale locale rattachée à Prestalis, qui estime, bon, il y a des problèmes spécifiques aussi à la gestion de cette filiale. On ne peut pas dire que ça soit une censure politique ou quelque chose de ce type-là, mais qui estime qu'elle n'a pas à s'ennuyer avec un tri comme le nôtre, qui n'est pas assez vendeur et donc qui génère plus de soucis de logistique pour eux que de bénéfices sur ce territoire-là. Hein, voilà, donc du coup, on essaye de développer un système alternatif de vente au Pays d'Arles pour rester présent là-bas. Dernier point, mais il y en aurait d'autres dans l'état des lieux, c'est la question aussi, on parle des aides à la presse et de rapport au pouvoir public. Qu'on le veuille ou qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, ces aides passent énormément par la publicité institutionnelle, y compris pour des canards qui ne relèvent pas de ce cercle des médias citoyens, pour la presse quotidienne régionale par exemple. Et là, il y a un rapport qui se joue avec les institutions politiques qui nous semble assez malsain, qui est souvent... C'est un outil aussi de contrôle, de pression. On pense qu'il serait bon de clarifier la façon dont sont gérés ces achats d'espace, parce qu'il s'agit souvent de lieux culturels, de politiques publiques, donc d'intérêt commun général. Et on trouverait logique qu'il y ait une forme de mutualisation et de transparence dans l'achat de ces espaces. Alors, merci pour toutes ces informations. La question qui était posée, on parlait de Télé Mille Vaches, avant que Thierry nous parle justement de cet appel, définir un média citoyen aujourd'hui, ça consiste finalement à définir qu'est-ce qui caractérise ce média citoyen pour vous ? Puisque la question a été posée pour Mille Vaches, est-ce que Mille Vaches est un média citoyen et quelles sont pour vous les grandes, peut-être que Thierry ou d'autres pourraient en parler, grandes caractéristiques pour une radio en général, c'est quoi qui caractérise le fait qu'elle soit citoyenne ou pas? Qui veut se lancer? Je peux parler des télévisions, en tout cas. Ouais, par exemple, on va parler des télévisions participatives qui sont rassemblées par la Qu'est-ce fédération. qui les caractérise et quels sont leurs contenus? Qu'est-ce qu'il y a à voir dessus et quelles sont leurs méthodologies? Que de questions, Antoine. Normal, c'est... Bon, déjà, si on essaie de répondre à en quoi elles sont citoyennes, ces télévisions, je pense d'une part parce qu'elles s'adressent aux citoyens de leur territoire en priorité, donc elles traitent de sujets qui les concernent. Et puis ensuite, il y a différents degrés de participation qui sont proposés aux citoyens, aux habitants, et en ce sens-là, ce sont des télévisions qui favorisent une expression
une expression libre et démocratique et qui permettent aux habitants de participer à l'évolution de leur territoire grâce à cet outil télé. Donc, tout cela, ça se fait à différents degrés, selon les projets, les porteurs de projets, l'investissement des habitants dans ces projets. Donc, la dimension citoyenne, elle varie d'une télé à l'autre, mais elle est là-dedans, elle est dans cette participation, dans cette implication, dans cette ouverture qui est proposée par un média aux habitants du territoire. Alors, d'accord, merci. Le moment est peut-être venu de faire le point aujourd'hui. Qu'est-ce qui a motivé cet appel média citoyen? Qu'est-ce qu'il y a eu dedans? Et après, on va pouvoir, je dirais, débattre un petit peu aujourd'hui de quel serait l'enjeu, les enjeux qu'il y aurait. Alors apparemment, on regarde avant il y avait une deuxième question qui était sur Alors, espace numérique, est-ce que qui voudrait parler sur les espaces numériques? Yves? Stéphane. Alors Stéphane, tu peux te présenter? Stéphane, délégué régional d'Arsenic, qui regroupe des espaces publics numériques dans la région PACA. Effectivement, les espaces publics numériques et au-delà, en fait, tout le secteur de la médiation numérique est une des branches, effectivement, porteuses autour des médias numériques citoyens. Ce sont des lieux d'expression, des lieux d'expérimentation, des lieux qui accueillent de nombreuses communautés d'usagers qui ont envie de prendre la parole. Depuis le début, les espaces publics numériques existent. On est là pour accompagner en fait les habitants à prendre la parole en fait sur Internet, pas justement à consommer Internet et le numérique, mais bien prendre la parole. Donc dès le départ, et même de très vieilles expérimentations, même qui remontent à plus de 10 ans, autour des premiers plateaux de télévision participative au sein d'Anéric, notamment à Marseille, au centre social Herbel, et puis depuis sur d'autres espaces publics numériques qui ont pris le relais. Donc la médiation numérique, c'est à la fois des équipes, à la fois des communautés d'usagers et à la fois des équipements qui permettent, qui favorisent la prise de parole citoyenne à travers les différents outils du numérique. Donc économie sociale et solidaire, éducation populaire qui sont des réceptacles, les espaces publics numériques qui sont aussi des lieux d'expression de la population, qui peuvent retrouver leur expression dans les médias numériques, radio, télévision, presse, qui aujourd'hui, notamment en audiovisuel, n'ont pas de statut particulier, et qui aujourd'hui, au regard justement des montées en puissance, le déploiement d'un certain nombre de ces médias, un coup de colère au mois de juillet, là, à l'appel de Brest, sur une télévision qu'on connaît bien, qui s'appelle O2Zone, et qui, à un moment, va se trouver à buter sur l'absence de réglementation, et qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas en situation de diffusion. Et est-ce que tu peux nous parler donc de la suite un petit peu des événements, Thierry, et du résultat de cet appel qui a été lancé, donc on appelle l'appel de Brest, puisque ça a été lancé à l'usage coopératif de Brest, et qui aujourd'hui nous permet d'en parler, je dirais, ensemble, sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Alors, est-ce que tu peux nous présenter cet appel? Oui, alors je vais vous le présenter avec un support PowerPoint. Je crois qu'on a pour le moment, plus de 100 associations signataires sur l'appel, c'est ça, Antoine? On a, je crois, 110 associations signataires, et à peu près 80 personnes. On arrive à 200 signataires et 110 personnes morales, ce qui est très important. Oui. D'accord. Donc, dans un réseau, un rayon de personnes qui nous sont assez proches, ou de structures qui nous sont assez proches. Il y a 4 grandes familles. On est à la Cresse, c'est pas par hasard, parce que ça regroupe un peu les 4 grandes familles qu'on retrouve. On retrouve bien sûr la famille des médias citoyens, donc les télévisions et radios qui sont présentes. On retrouve évidemment la famille de l'éducation populaire. Il y a Léo Lagrange, par exemple, qui avec les MJC, qui se sont intéressés à dire, nous, on a dans nos publics cet accès territoire et citoyenneté, d'expression citoyenne, journalisme citoyen, qui sont importants aussi à faire valoir. On a la partie médiation numérique, les espaces publics numériques dont Stéphane nous a parlé, avec justement ces lieux aujourd'hui des nouveaux usages d'Internet.